il y a une douzaine d'années, 13 ans à peu près, j'avais demandé aux Français de m'envoyer les plus belles lettres de poilus qui dormaient dans leurs archives. Et ça avait donné un livre qui s'est appelé Paroles de poilus, qui publiait les plus belles lettres de Poilu la Grande Guerre, qui avaient été écrites par les 8 millions de poilus qui ont fréquenté nos tranchées pendant la guerre. Beaucoup d'autres livres ont suivi, qui toujours partaient du même principe, c'est-à-dire un appel aux Français. L'idée qui était la mienne, c'était que les gens qui font l'histoire ne sont pas seulement les têtes d'affiche de nos livres de classe, mais ces obscurs, ces sans grades, qu'étaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et simplement, ce sont des gens auxquels on donne rarement la parole. Au bout de quelques années, à force de poser mon stéthoscope sur la mémoire collective, qui est donc celle de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait avec eux, qui ne sont pas les têtes d'affiche, fonctionnait également avec les têtes d'affiche. Alors j'ai fait subir à un certain nombre de personnages cette auscultation que je faisais subir à ce qu'on pourrait appeler la mémoire collective. Et c'est comme ça que j'en suis venu, à un moment donné, à m'intéresser à Antoine de Saint-Exupéry, à sa vie, à son œuvre, à ses propos. Ce qui est tout à fait étonnant avec Saint-Exupéry, c'est que c'est un homme qui écrit l'essentiel de son œuvre dans les années 30, dans les années 40. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces écrits qui datent des années 30 et 40 nous parlent aujourd'hui, en 2011, à l'orée du XXIe siècle et du troisième millénaire. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que bien avant la lettre, il y a 65 ans, Saint-Exupéry avait déjà, d'une certaine façon, à sa manière, une démarche écologique. Alors aujourd'hui, pour vous, j'ai choisi deux choses. J'ai choisi de vous parler de cette démarche écologique qui est celle de Saint-Exupéry, de vous en parler à travers ses verbatims, à travers ses mots, à travers des mots tirés de son œuvre. Mais avant de faire ça, j'ai voulu que vous fassiez connaissance avec le personnage. J'ai sorti ce livre, La mémoire du Petit Prince, il y a à peu près un an, et entre-temps, il y a un musée privé, un musée parisien qui s'appelle le musée des lettres et des manuscrits, qui est situé à Paris, 222 boulevard Saint-Germain, qui est riche d'à peu près 60 000 manuscrits, et qui a fait il y a quelques mois l'acquisition d'un petit film de 2 minutes 30, sur lequel on voit Saint-Exupéry en 1942 en couleur, filmé par un ami canadien, dans des circonstances que vous allez voir, avec un... C'était une des toutes premières fois où on utilisait dans l'histoire de la photographie et du film du Kodachrome couleur. Donc ce qui est très étonnant, c'est que le document que vous allez voir, vous allez avoir le sentiment du fait qu'il a été tourné il y a 10 minutes. C'est très étonnant. Il a été tourné en 1942, sur un lac ou sur un fleuve, au Canada, lors d'un week-end que Saint-Exupéry effectue avec des amis, et dans des circonstances que le film va vous raconter. Donc le sujet fait une vingtaine de minutes. Il va vous permettre de faire un peu connaissance avec Saint-Exupéry. Vous allez savoir pourquoi il était au Canada à ce moment-là. J'espère que le son qui accompagne le DVD, avec les moyens qu'on vient de mettre en œuvre, là, ne sera pas trop mauvais. Et puis ensuite, quand vous aurez fait connaissance avec Antoine de Saint-Exupéry, à travers ce petit film très émouvant, qui était encore complètement inconnu il y a moins de 6 mois, et qui est donc une trouvaille, une pépite, eh bien nous évoquerons la dimension du penseur écologiste chez Antoine de Saint-Exupéry. Donc on va démarrer le film, et j'espère que tout va bien se passer. Nous vivons les tout premiers jours du mois de mai 1942. La France étouffe sous la botte nazie et sous le pouvoir de la collaboration qui entoure le maréchal Pétain. Elle est coupée en 2 zones depuis près de 2 ans. Un premier convoi de 1000 juifs est parti de Compiègne vers Auschwitz le 27 mars. 5 autres vont le suivre au mois de juin, partant de Drancy, de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande. La France est plongée loin.
Elle n'est plus que silence. Sa conscience et sa vie spirituelle ont parfois dû franchir la mer ou les océans pour survivre. Depuis plus d'1 an et demi, Antoine de Saint-Exupéry s'est exilé et n'a rejoint le continent américain que pour convaincre les habitants du Nouveau Monde d'entrer en guerre contre les nazis. L'aviateur écrivain n'a qu'un désir, voler, malgré ses 42 ans, ce qui est très vieux pour un pilote de chasse, et reprendre le combat. Saint-Exupéry vient juste de quitter New York pour Montréal, invité par son éditeur canadien. Il a prévu de passer 48 heures à l'hôtel Wilson, le temps d'une conférence de presse, de son engagement d'écrivain et quelques conférences publiques très bien accueillies par la presse. Un témoin le décrit alors comme un grand garçon, curieusement balancé, au torse énorme, dont la carrure donne une telle impression de force et qui, à 2 mètres d'altitude, porte une tête de batracien rêveur. Lors de son arrivée aux USA, en 1941, un séjour qui devait durer 4 semaines et qui s'éternise depuis 15 mois, Saint-Ex n'avait pas de visa. Ses papiers ne sont donc pas en règle et on lui interdit le retour sur le sol américain. À cette époque, Saint-Exupéry est à la fois banni par la France libre, qui sait bien qu'il se méfie du général de Gaulle, dont il redoute qu'il ne se transforme en dictateur, et puis banni aussi par Vichy, qui interdit ses livres. L'écrivain ne trouve en fait grâce qu'auprès des Américains, qui ont été bouleversés par Pilote de guerre, sorti 2 mois plus tôt à New York sous le titre Flight over Arras, et qui incarne, à leurs yeux, l'esprit de résistance. Faute de visa, Antoine de Saint-Exupéry va rester 5 semaines au Canada, contre son gré, malade et déprimé, impatient comme un lion en cage, irrité contre la terre entière, y compris contre son épouse Consuelo, qui est malheureuse. Un véritable exil, au cœur de l'exil. Je suis absolument malade d'angoisse, dit-il à son éditeur américain. Celui qui est plongé dans la rédaction de Citadelle ne sait pas si cette plaisanterie du voyageur canadien ne va pas durer encore 6 mois. Il rentrera, Dieu merci, à New York à la fin du mois de mai 1942. Mais en ce jeudi 14 mai, Saint-Ex et Consuelo sont invités à une excursion entre amis sur le mini-yacht de l'Inde-Lorraine, petit moment d'embellie au cœur d'un séjour. Sur ces premières images, on pourrait se croire en Louisiane, on est au Canada. Te voilà avec Consuelo sur le bateau d'un ami. Elle est jolie, cette femme en bleu. Comme d'habitude, ta cravate vole au vent. D'abord cachée derrière ses lunettes de soleil, Consuelo, celle qui est ton épouse depuis 12 ans, dévoile son regard. Elle prend la barre et devient la vigie vigilante du fantasque. Sous son foulard rouge, elle a ses beaux yeux sombres, ton oiseau des îles. Ta belle salvadorienne, elle a du sang maya. Elle a l'air perpétuellement inquiet des femmes de marins ou d'aviateurs. Oh, elle est vraiment jolie cette femme blonde. Elle est sans doute l'amie de celui qui tient la caméra. Magie de la couleur. On se croirait dans les années 60, alors même que Paris crève sous la bosse nazie, que les Gestapo torturent les résistants rue Lauriston, que les Allemands et les Russes s'étripent sur le front de l'Est. Le temps semble s'être arrêté. Tu te détends, tu profites d'un moment de répit, tu contemples ces 3 grâces, embellies par le soleil couchant. Ils doivent évoquer volontairement les petits riens de la vie, comme pour essayer de transformer cet instant éphémère en bulle d'éternité. Toi, tu racontes quelques bonnes histoires, la cigarette entre les doigts. Tu oublies pendant quelques instants la guerre qui, elle, ne t'oublie pas. Tu oublies les faux résistants français que tu croises à New York. Tu oublies les affreux de Vichy, malgré ton grand corps usé par les crashs et les atterrissages forcés. Malgré tes 42 ans, tu repartiras dans moins d'1 an, combattre en Afrique du Nord aux commandes d'un avion de chasse. Tu ne sais pas, lorsque tu plaisantes ainsi sous l'œil d'une caméra amie, que tu n'as plus que 2 ans à vivre avant de disparaître dans ces mêmes profondeurs bleu marine qui pour l'instant te portent et te bercent dans cette belle journée de printemps. Tu ne sais pas, Antoine, que ton avion s'engloutira bien loin du Canada, sous les eaux de la Rade, au large de Marseille, le 31 juillet 1944.
dernier coup de caméra sur le fantasme, amarré à son débarcadère, alors que le vent du soir annonce le crépuscule. On a vu comment et pourquoi Saint-Exupéry est obligé de prolonger son séjour au Canada, dépressif, malade, furieux, contraint et forcé. Et dans ces conditions, la petite croisière de quelques heures qu'il va faire au milieu du mois de mai sur le bateau d'un de ses amis, qui est un mini-yacht de croisière, le Fantasme, eh bien cette sorte d'intermède tient du petit miracle. Saint-Exupéry est là, très présent, le visage marqué par la fatigue, mais il semble quand même se détendre quelques heures. Il y a plein de femmes sur ce bateau, des femmes jeunes, jolies, fraîches. Et puis il y a Consuelo, l'épouse de Saint-Exupéry, car il l'a appelé au secours. Elle est venue le rejoindre au Canada. Ce petit film de 139 secondes a été tourné par un ami de Saint-Exupéry avec une pellicule Kodachrome couleur. C'est quelque chose de très rare pour l'époque et qui donne à la scène une présence absolument invraisemblable. Le film a été acheté par le musée des lettres et des manuscrits en 2010, en même temps que le livre de bord du Fantasme. Le livre de bord est quelque chose de formidable car Saint-Exupéry laisse sa trace avec un dessin du Petit Prince qui est quelque chose de très émouvant. Pendant longtemps, le Petit Prince ressemble à une sorte de tétard et c'est avec très progressivement qu'il prend la silhouette qu'on lui connaît. Et à ce moment-là, le Petit Prince n'est encore qu'un autoportrait d'aviateur écrivain avec sa carrure d'haltérophile. Et simplement, Saint-Exupéry rajoute sous cette silhouette une petite phrase qui dit « Voilà, c'est moi, je suis émerveillé, je viens de découvrir le Canada et je reviendrai. » Et puis Consuelo rajoute sous cette mention « Et Consuelo, qu'elle veut bien appeler Pierre. » Alors, il y a d'autres noms qui suivent la signature de Saint-Exupéry, et puis surtout une date, le jeudi 14 mai 1942. Le jour même où Charles de Gaulle, sur les antennes de la BBC, dans un de ses nombreux discours radiophoniques, s'adressant au reste du monde, dit la chose suivante: Hitler en sera pour sa rage, et Vichy pour son infamie. La France a choisi son camp, et c'est le camp des vainqueurs. Voilà, on va essayer de couper le... Alors, vous vous êtes fait connaissance avec Antoine de Saint-Exupéry. Vous avez beaucoup de chance, parce qu'il y a 6 mois, eh bien personne n'avait vu ce film. Donc personne n'avait ce sentiment, cette sensation que vous venez d'avoir en voyant Antoine de Saint-Exupéry en couleur, dans ce petit film muet dont nous avons fait ce petit montage d'une quinzaine de minutes. Alors vous savez que le 31 juillet 1944, l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry n'est pas rentré de mission. Il n'est jamais revenu se poser sur la piste de la base corse de Borgo, où il officiait comme aviateur, où il se battait pour la France libre, au cœur de l'armée américaine, dans la mesure où les Français n'avaient pas voulu de lui. Il avait dépassé depuis très longtemps la limite d'âge des pilotes de guerre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'orée du 3e millénaire, ce qui est incroyable, c'est que l'œuvre de Saint-Exupéry est un peu comme un vin de garde exceptionnel. 65 ans après sa mort, elle commence à peine à nous révéler toute sa portée. Et vous allez le voir tout à l'heure, preuve à l'appui, ces textes, dont je vais vous lire des petites citations, vous allez avoir le sentiment du fait qu'ils ont été écrits il y a 10 minutes. Vous vous pincerez par moments. Alors ces textes, eh bien, ils nous disent qu'aujourd'hui, le développement durable et solidaire ne saurait se résumer à ce à quoi on le résume en général. Au recyclage de nos frigidaires, des carcasses de nos voitures, de nos ordinateurs. Et il nous rappelle une chose. Qu'est-ce que c'est le plus gros problème écologique? Est-ce que c'est celui avec lequel on vous abreuve à longueur de temps, en vous parlant de la nature, des forêts, des prairies, de l'oxygène, du carbone? On a raison de le faire. Effectivement, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème pour les siècles à venir. Mais il y a peut-être un problème beaucoup plus grave encore. Il y a 10 ans, 15 ans, l'homme a franchi un seuil sur la planète.
À l'heure où on se parle, vous avez plus d'un homme sur deux sur la planète qui s'entasse en milieu urbain ou suburbain, c'est-à-dire dans des villes ou dans des banlieues. Et le vrai problème écologique, celui qui est encore plus urgent que celui dont on vous parle à longueur de temps, c'est pas de savoir si nous allons prendre soin de la nature, bien sûr c'est très important, mais il y a plus urgent encore, beaucoup plus urgent encore, dans la hiérarchie des choses que nous avons à traiter. Le vrai problème, c'est dans quelle ville, dans quelle banlieue voulons-nous nous entasser dans les décennies, dans les siècles qui viennent. Et en fonction des décisions que nous prendrons, ici, maintenant, nous vivrons dans un enfer relatif ou dans un paradis relatif. Donc tout le problème est là, et ce qui est curieux, c'est un peu de ça que nous parle Saint-Exupéry. Et il y a une chose très très étonnante à cette époque-là, dans les années 30, dans les années 40, c'est de comparer le discours que l'on trouve dans l'œuvre de Saint-Exupéry à celui que l'on trouve dans l'œuvre de Charles de Gaulle. Parce que vous savez que de Gaulle était un grand lecteur, et en général ses idées étaient alimentées par toutes ses lectures. C'était un formidable érudit. Et il est évident que malgré le fait que l'histoire n'ait pas permis qu'un rendez-vous puisse aboutir à une confrontation entre De Gaulle et Saint-Exupéry, il y a eu une sorte de malentendu entre eux. Pendant longtemps, Saint-Exupéry a choisi le général Giraud et a misé sur le général Giraud, il s'était un peu trompé, jusqu'au jour où, dînant avec le général Giraud, il est sorti de son dîner totalement catastrophé, et il a dit à un de ses autres amis, cet homme est un con. Et c'était fini. Et là, il s'était rendu compte qu'il avait un peu parié sur le mauvais cheval. De Gaulle en a tenu quelques rancunes, car quand Saint-Exupéry était aux États-Unis, il ne rencontrait pas les gaullistes vraiment actifs de la résistance. Ceux-là, ils étaient à Londres. Ils étaient tout près de la France. Ils étaient à un endroit depuis lequel ils pouvaient rayonner pour partir en mission, pour résister. Ceux qui étaient aux États-Unis, ils avaient quand même pris la précaution de mettre entre eux et le champ de bataille la largeur de l'Atlantique. Donc ceux-là, ils étaient tranquilles et ils étaient très jaloux de Saint-Exupéry. Jaloux du succès de l'écrivain, jaloux de son énergie, jaloux de sa détermination, car Saint-Exupéry n'était allé aux États-Unis que pour une chose, convaincre les Américains du fait qu'il fallait qu'ils rentrent en guerre le plus tôt possible contre les nazis. Malheureusement, ça a été plus long que prévu. Il a fallu attendre que l'agression du Japon contre les États-Unis, avec Pearl Harbor, et c'est ce qui a enclenché l'engagement des États-Unis dans la guerre. Saint-Exupéry aurait aimé que ça se fasse beaucoup plus tôt. Et Saint-Exupéry a prouvé qu'il n'était pas là que pour faire des discours, puisque je vous rappelle que vous avez vu ce petit film, quelques mois plus tard, il repart en Corse, il est pilote de chasse dans l'armée américaine, il est pilote de grande reconnaissance, et il en mourra lors de cette fameuse mission du 31 juillet 1944. Donc vous avez bien compris ce qu'est l'écologie en 2011. C'est pas seulement l'art, la science, l'étude, la gestion des rapports que l'homme entretient avec son environnement naturel, d'âme nature, c'est aussi l'art, la science, l'étude, la gestion des rapports qu'il entretient avec son environnement artificiel, celui qu'il se bâtit jour après jour, les villes, les banlieues. Alors, ces verbatims un peu écologiques de Saint-Exupéry, j'ai choisi de vous les présenter de façon un peu astucieuse sous forme d'un abécédaire. D'un abécédaire de ce que j'ai appelé une sorte d'écologie de l'âme. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec un discours théorique sur l'œuvre de Saint-Exupéry. Je vais vous donner quelques preuves, quelques citations. Et vous allez, comme moi, vous demander si ces citations n'ont pas été écrites il y a 10 minutes. A. Commençons par la lettre A, puisqu'on va dérouler cet abécédaire. On ne prendra peut-être pas toutes les lettres, mais prenons la lettre A. A comme âme, ou comme ami. L'amitié qui jouait un si grand rôle dans l'œuvre et dans la vie de Saint-Exupéry. Il écrit cette phrase dans l'Intransigeant, qui est un journal, le 19 août 1936. Les hommes ne se respectent plus les uns les autres. Huissiers sans âme, ils dispersent au vent un mobilier.
sans savoir qu'ils anéantissent un royaume. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Ça, c'est tiré de Citadelle. Citadelle, c'est une œuvre étonnante. C'est une œuvre que Saint-Exupéry n'a pas eu le temps d'achever. C'est en quelque sorte son héritage spirituel. C'est un livre assez épais, très désordonné, et Saint-Exupéry, peu de temps avant de mourir, disait qu'il lui faudrait encore 10 ans pour finir ce travail. Il n'a jamais eu le temps de le finir, et comme on ne peut pas vous obliger à lire Citadelle, on ne peut faire que ce qu'on fait avec Proust. Vous savez, quand les gens n'arrivent pas à mordre avec la recherche du temps perdu, ils essayent avec le premier livre, et puis ils ne mordent pas. Alors on leur dit arrêtez tout. Vous allez lire un seul livre tiré de la recherche du temps perdu. Vous allez lire Un amour de Swann. Et en général, quand ils lisent Un amour de Swann, ça déclenche quelque chose. Et ensuite, ils peuvent lire l'ensemble de la recherche du temps perdu. Eh bien, avec Saint-Exupéry, c'est pareil. Si vous voulez lire Citadelle, commencez par lire d'autres livres. Et puis, quand vous serez un peu familier avec sa prose, avec le personnage, alors vous pourrez vous replonger dans Citadelle. B comme barbare, la lettre B. Ça, c'est tiré de ses carnets. Nous sommes étrangement soumis aux objets, sans doute à cause de la longue pédagogie publicitaire que nous avons subie. En cela, nous sommes des barbares. En cela, beaucoup de barbares, nous le sentons confusément, nous apparaissent comme civilisés. En cela, le recul religieux est un désastre qui démeuble notre monde spirituel. C'est comme communication. Alors vous allez voir, Saint-Exupéry est mort bien avant qu'Internet ne voie le jour, bien avant que nous soyons abreuvés, comme c'est le cas aujourd'hui, par des centaines de médias très très chauds qui ne prennent même plus le temps de prendre du recul par rapport à l'information, qui ne prennent même plus le temps de l'analyser et qui nous la déballent, rissolante. On vient d'assister carrément, quasiment en direct à cette tragédie qui vient de toucher le Japon avec son tremblement de terre et avec son tsunami. Ça, c'est tiré des carnets également. La cause profonde du dépouillement de l'individu, de toute originalité particulière, trouve des racines autrement nourrissantes dans le perfectionnement des moyens de communication, déplacement des inconnus l'un vers l'autre, mais surtout identité des sources, journaux, radios, téléphones, transports en commun, manque étrangement silence et prière. Les âmes d'aujourd'hui deviennent de corps. Alors on continue l'abécédaire, on va laisser de côté la lettre D, on va prendre la lettre E, E comme aux États-Unis, qui jouait un très grand rôle. Et ça, c'est tiré de Citadelle. Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissé libres de marcher. Mais je hais cette époque où l'homme devient, sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un progrès moral. Ce que je hais dans le marxisme, c'est le totalitarisme à quoi il conduit. L'homme y est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel étant celui de la distribution. Ce que je hais dans le nazisme, c'est le totalitarisme à quoi il prétend par son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van Gogh, un Cézanne ou un Chromo. Ils votent naturellement pour le Chromo. Voilà la vérité du peuple. On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats Van Gogh, tous les grands non-conformistes. Et on alimente en Chromo un bétail soumis. Mais où vont les États-Unis? Et où allons-nous, nous aussi, à cette époque de fonctionnariat universel? L'homme robot, l'homme termite, l'homme oscillant du travail à la chaîne, du système Bedeau à la belote, l'homme châtré de tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson. L'homme que l'on alimente en culture de confection, en culture standard,
comme on alimente les bœufs en foin. C'est cela, l'homme d'aujourd'hui. Pas mal. La forêt, on en parlait tout à l'heure, F comme forêt. L'homme et la forêt. Quand il n'y aura plus rien que l'homme s'emmerdera excessivement. Il a déjà perdu contact avec le fauve et en partie avec les forces de la nature. Et voilà qu'il transforme la planète en terre maraîchère. G comme grandeur. L'idée de grandeur seule élargit l'homme. L'homme réduit à n'être que lui-même, qui se contente de son auge et donc de son petit remplacement, qui accepte son lot d'idées sans prétendre pour elle à l'universalité, est un homme satisfait, donc un homme mort. H comme hygiène. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. L, on saute quelques lettres, L comme liberté. Ma liberté d'aujourd'hui ne repose que sur la fabrication en série qui nous châtre des désirs dissidents. C'est la liberté du cheval dont les harnais n'éclairent qu'une route. De quoi suis-je libre, Seigneur, dans mon ornière de fonctionnaire? Il n'est pas très original d'accompagner le babite d'aujourd'hui, de le voir acheter son journal matinal, digérer cette pensée toute faite, le pêcheur, le montagnard et le laboureur la leur, choisir entre 3 opinions parce que 3 lui sont proposées, puis visser d'un 7e de tour, 11 fois par minute, l'écrou que lui affecte son travail à la chaîne, puis déjeuner à son drugstore, où un esclavage de fer interdit toute réalisation du moindre souhait individuel. Puis, à la séance de cinéma, où M. Z l'écrase lui-même de sa bêtise dictatoriale, puis à sa séance de baseball, les jours de congé. Mais nul ne s'épouvante de cette effroyable liberté qui n'est que liberté de n'être point. La liberté vraie ne réside que dans la démarche créatrice. Et caricature de la liberté, celle dont je crois user, quand je décide entre les 4 types de voitures de la General Motors, ou encore entre les 3 films de M. Z, ou entre les 11 plats du drugstore, la liberté n'est plus que le choix d'un article standard dans l'ordre d'une similitude universelle. Il donne le choix aux condamnés d'être empalés ou d'être pendus. Et j'admire qu'il soit libre. C'est joli ça. Alors on va passer à la lettre Q comme qualité. La première qualité pour comprendre est une espèce de désintéressement, d'oubli de soi. Les gens du monde utilisent la science, l'art, la philosophie, comme ils utilisent les grues. S comme spirituel. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur, ni amour. Tous les craquements des 30 dernières années n'ont que 2 sources. Les impasses du système économique du 19e siècle, on pourrait dire du 20e siècle aujourd'hui, et le désespoir spirituel. Je suis triste pour ma génération, qui est triste, qui est vide de toute substance humaine, qui, n'ayant connu que les bars, les mathématiques et les Bugatti, comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd'hui plongé dans une action strictement grégaire, qui n'a plus aucune couleur. T comme trésor. J'exige des cérémonies. Quand tu épouses, quand tu accouches, quand tu meurs, quand tu te sépares, quand tu reviens, quand tu commences de bâtir, quand tu commences d'habiter, quand tu engranges tes moissons,
quand tu inaugures tes vendanges, quand s'ouvre la guerre ou la paix. Et c'est pourquoi j'exige que tu éduques tes enfants, afin qu'ils te ressemblent. Tu les bâtiras à ton image, de peur que plus tard ils ne traînent, sans joie, dans une patrie qui sera leur campement vide, dont, faute d'en connaître les clés, ils laisseront pourrir les trésors. V comme vide. La culture, le meuble, la chanson, ruinée par la publicité pédagogique, par l'éducation-instruction, par les relations avec les objets. Puis le vide de l'existence qui en découle, car l'objet ne peut rien nous donner, sinon de ne point y penser. Loisir, confort. Son intérêt ne réside que dans son anéantissement. De l'argent, s'il vous plaît, pour oublier l'argent. Y comme yeux. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il te suffisait de fermer les yeux pour faire la paix dans le monde, pour effacer du monde les rocs, les glaces et les neiges, à peine closes, ses paupières miraculeuses. Il n'était plus ni cou, ni chute, ni muscles déchirés, ni gel brûlant, ni ce poids de la vie à traîner quand on va comme un bœuf et qu'elle se fait plus lourde qu'un char. Déjà, tu le goûtais, ce froid devenu poison et qui, semblable à la morphine, t'emplissait maintenant de béatitude. Ta vie se réfugiait autour du cœur. Quelque chose de doux et de précieux se blottissait au centre de toi-même. Ta conscience, peu à peu, abandonnait les régions lointaines de ce corps qui, bête, jusqu'alors gorgé de souffrance, participait déjà de l'indifférence du marbre. Ça, c'est tiré de Terre des Hommes. Et puis on va finir par Z, Z comme Zénith, ça c'est tiré de Pilote de guerre. C'est une des plus belles œuvres de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince. Alors je vous recommande la lecture ou la relecture de Pilote de guerre. L'acte essentiel ici a reçu un nom. C'est le sacrifice. Sacrifice ne signifie ni amputation, ni pénitence. Il est essentiellement un acte. Il est un don de soi-même à l'être dont on prétendra se réclamer. Celui-là seul comprendra ce qu'est un domaine, qui lui aura sacrifié une part de soi, qui aura lutté pour le sauver et peiné pour l'embellir. Alors lui viendra l'amour du domaine. Un domaine n'est pas la somme des intérêts, là est l'erreur. Il est la somme des dons. En place d'affirmer les droits de l'homme au travers des individus, nous avons commencé de parler des droits de la collectivité. Nous avons vu s'introduire insensiblement une morale du collectif qui néglige l'homme. Cette morale expliquera clairement pourquoi l'individu se doit de se sacrifier à la communauté. Elle n'expliquera plus, sans artifice de langage, pourquoi une communauté se doit de se sacrifier pour un seul homme. Pourquoi il est équitable que 1000 meurent pour délivrer un seul de la prison de l'injustice. Nous nous en souvenons encore, mais nous l'oublions peu à peu. Et cependant, c'est dans ce principe qui nous distingue si clairement de la termitière que réside avant tout notre grandeur. Ça, c'est joli, ça. Voilà. Je voulais vous faire découvrir ces petites pépites tirées de l'ensemble de l'œuvre de Saint-Exupéry et qui définissent ce que j'ai appelé chez lui une sorte d'écologie de l'âme. Alors, je vais finir en vous racontant une petite histoire toute simple et puis après on aura un petit quart d'heure pour dialoguer sur Saint-Exupéry. En mai 1943, un an avant sa disparition, Antoine, Tonio pour ses proches, discutait avec un de ses amis, le général Max Gelé, qui commandait le groupe 233 dans lequel il volait.
et dans lequel il volait déjà avant la guerre, d'ailleurs, au moment de la drôle de guerre, à la fin de la drôle de guerre, pendant la bataille de France. À ce général qui lui demande à un moment donné pourquoi il avait toujours sur lui ce dessin. Ce dessin. C'est un dessin qui n'a pas eu l'honneur du Petit Prince. Saint-Exupéry faisait beaucoup de dessins. Ça, c'est ce qu'il appelle son chasseur de papillons. C'est un chasseur de papillons sur une planète, comme le Petit Prince. Et voilà, il est en train de chasser les papillons, tout simplement. Et donc son ami, le général, lui dit « Mais tu nous enquiquines avec ce dessin, tu l'as toujours sur toi, ça rime à quoi? Tu l'as même pas mis dans le Petit Prince. » Et Saint-Exupéry lui a fait cette réponse en parlant de son chasseur de papillons. « Je l'aime beaucoup, car c'est un être qui court après un idéal réaliste. » Le chasseur de papillons. Un être qui court après un idéal réaliste. Vous l'avez bien compris, tout ça, ça nous rappelle une chose, c'est que la posture de Saint-Exupéry, elle n'est ni utopiste, ni idéaliste. Elle est terriblement pragmatique. La postérité s'en est déjà rendue compte, puisqu'elle lui attribue sans cesse une pensée que tout le monde note comme étant de Saint-Exupéry, et dont à ce jour, personne n'a retrouvé la trace dans son œuvre. C'est assez étonnant. Vous avez sans doute entendu cette phrase, elle est dans les dictionnaires de citation. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Eh bien, celui qui trouvera cette phrase dans l'œuvre de Saint-Exupéry, à mon avis, il n'est pas sorti du ventre de sa mère, il n'a même pas été conçu d'ailleurs. Mais c'est intéressant de savoir qu'on attribue cette phrase, probablement issue de la vieille sagesse africaine ou du vieux folklore européen, on ne sait pas trop, qu'on l'attribue à Saint-Exupéry. En fait, l'écrivain pilote avait sans doute trop de droiture pour reprendre à son compte et dans ses écrits ce proverbe, probablement africain. Et il s'est peut-être contenté à un moment donné, dans une conversation, de façon verbale, de citer ou de transcrire une dédicace égarée. Mais Saint-Exupéry savait bien que la Terre était menacée et que les générations qui suivraient devraient survivre pour se désengluer de l'éphémère et prendre le temps de bâtir des rêves durables et solidaires, afin que ce qu'il appelait la termitière future, ne soit point dévorée par ses propres habitants. Dans une lettre à son ami Louis d'Alias, que j'ai publiée récemment, qui était une lettre inédite, il parle de ces architectes inconscients qui balancent leurs crottes, leurs immeubles, leurs buildings comme des crottes dans les villes modernes. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Vous allez à Prague, vous êtes dans le centre-ville qui est absolument magnifique, le vieux Prague. Et puis quand vous rejoignez la gare ou l'aéroport, vous vous éloignez du vieux Prague. Et à un moment donné, vous voyez un building monstrueux, effroyable, qui vient là comme une dissonance, une disharmonie dans ce paysage. Alors vous demandez au chauffeur de taxi, c'est quoi ce building? Et il vous répond ça, c'est l'immeuble français. Voilà, No Comment, c'est un immeuble relativement moderne. Alors il savait bien, Saint-Exupéry, qu'il arriverait un jour où les masses seraient installées sans direction sur l'écorce nue de la terre, comme il le disait. C'est ça le risque qu'on prenait. Que alors ces masses n'habiteraient plus nulle part. Souvenez-vous du Petit Prince. Sur sa planète, on le voit sur la couverture de ce livre, sur sa planète, qu'est-ce qu'il faisait sur le plan écologique, le Petit Prince? Il faisait deux gestes. Il avait deux gestes pour prendre soin de sa planète. Il devait surveiller les baobabs, parce que quand les baobabs prolifèrent, ils deviennent trop gros et ils bouffent tout le reste, et ils empêchent tout le reste de pousser. C'est un peu comme des mauvaises herbes, mais ce n'est pas des mauvaises herbes, ce sont des arbres immenses. Et puis, il surveillait les volcans. Il coupait les uns, les baobabs, il ramenait les autres, les volcans. Pour que, un peu comme les cheminées, on ramène les cheminées pour éviter les feux de cheminée. Il faisait pareil avec les volcans, le Petit Prince. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes tous ensemble dans cette salle, dans votre belle ville, 66-67 ans après le départ de Tonio, alias Saint-Exupéry, nous sommes à peu près 7 milliards 800 000 personnes sur une planète qui s'enrichit chaque jour, compte tenu des arrivées et des départs, de 200 000 habitants supplémentaires.
700 millions de personnes vivent aujourd'hui sur notre planète, je vous dis ça pour l'anecdote, sur les pentes d'un volcan. Alors il y a ceux qui vivent comme au Japon ou en Nouvelle-Zélande sur les zones sismiques qui tremblent sans arrêt, hein, qui sont sur la ligne, où les plaques tectoniques ne cessent de s'entrechoquer, produisant ce qu'on vient de vivre. Mais il y a aussi donc 700 millions de personnes à travers le monde qui vivent sur les pentes des volcans. Alors les baobabs, ben vous l'avez bien compris, ils ont tendance surtout à pousser dans nos cœurs. Et ils sont toujours aussi encombrants. Nos roses, pour évoquer la rose du Petit Prince, ben elles ont toujours des épines. Et en ce qui nous concerne, les uns et les autres, ben on ne sait pas comment on vieillira. Nous ne savons pas si notre planète mourra de chaleur ou de glace. Nos nuits sont parfois peuplées de cauchemars. Mais Saint-Exupéry nous réveille. C'est pour ça que je vous invite à le relire. Il nous interpelle, tout comme son Petit Prince qu'il avait réveillé dans le désert. Et c'est au cœur même de cette société de masse, à l'époque du triomphe des masses médias et de la mondialisation, qu'il nous transmet un petit peu comme un véritable trésor, l'idéal du chasseur de papillons. Et si on voulait résumer le message essentiel de Saint-Exupéry, eh bien, il consiste à nous rappeler que notre vie ne commence à prendre du sens que quand nous nous tournons vers les autres, que quand nous la tournons vers les autres, cette vie. Dans un de mes livres, j'ai appelé la société dans laquelle on évolue depuis les années 70, la société du tout à l'ego. J'avais fait une expérience curieuse en 2005. J'avais demandé aux Français de m'envoyer les plus belles lettres d'amour qui dormaient dans leurs archives ou dans leur cœur. J'avais reçu des milliers de lettres que j'avais publiées dans 2 livres qui avaient pour titre celui qui était en version poche, Paroles d'amour, et celui qui était illustré avec les manuscrits des lettres, les photos des gens, Je t'aime. Et j'avais fait un constat terrible. Le constat, il était simple. C'est que, globalement, sans tomber dans les généralités stupides et dans le café du commerce, à partir des années 70, les lettres avaient tendance, les lettres d'amour, avaient tendance à baisser de qualité. Pour une raison fort simple. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une lettre d'amour? C'est l'élan qu'elle traduit vers l'autre, la générosité qu'elle porte vers l'autre. Et ces lettres, de plus en plus souvent, à partir des années 70, au lieu de dire « je t'aime », disaient « je m'aime ». Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les gens paraissaient être de plus en plus en orbite autour de leur nombril. Et à contrario, ce qui est la preuve par l'absurde, les plus belles lettres que j'avais récoltées en 2005-2006, les plus belles lettres que j'avais récoltées étaient des lettres d'amour posthumes, comme Consuelo, qui 7 ans après la mort de Saint-Exupéry se remet à lui écrire des lettres d'amour comme elle le faisait de son vivant. Ce sont des lettres qui ont été publiées par mon ami Alain Birkundley sous le titre « Lettres du dimanche soir ». Tous les dimanches, 7 ans après sa mort, Consuelo écrit une lettre d'amour à son amour qui n'est plus. Ça, c'est vraiment de la générosité. Alors voilà, je voulais attirer votre attention sur cette dimension infiniment actuelle, si on pouvait fermer la porte, s'il vous plaît, sur cette dimension infiniment actuelle de l'œuvre de Saint-Exupéry, et puis vous rappeler qu'il y a un autre croisement avec l'œuvre de De Gaulle. De Gaulle, en 1941, a fait un discours à Oxford, devant la communauté française qui était réunie à Oxford. Et il a rappelé en une phrase quelque chose de très saint-exupérien, que Saint-Exupéry dit autrement dans son œuvre, ce qui prouve que De Gaulle avait lu Saint-Exupéry. Il rappelle le défi du 3e millénaire. Nous sommes en 1941. Et il rappelle que le défi du 3e millénaire, ça sera d'arriver à faire que la société de masse n'écrase pas l'individu, et écoutez bien, que la matière ne triomphe pas sur l'esprit, c'est-à-dire que ce soit l'esprit qui triomphe de la matière, et non l'inverse.
Et ça, ben, c'est des choses qui méritent d'être rappelées, puisque je vous rappelle qu'un publicitaire de renom, il y a quelques mois, avait cherché à vous faire croire qu'un homme qui n'avait pas de Rolex quand il avait passé l'âge de 50 ans avait raté sa vie. Je vous remercie. Il nous reste 10 petites minutes avant que les enfants ne viennent vous apporter toute la fraîcheur de leur spectacle. Avez-vous des questions à poser sur ce que je viens de vous dire, sur Saint-Exupéry, sur ce petit film que vous avez vu tout à l'heure? Madame? Je vais simplement citer une citation, je crois que c'est dans Citadelle. Il a dit « Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. » Oui. C'est à l'image de ces phrases magnifiques. Il y a eu quelque chose de très injuste avec Saint-Exupéry. Il y a des gens qui ont dit, après tout, cet auteur est un peu niais. Il écrit des choses pour les enfants, un peu niaises. Relisez Le Petit Prince, vous verrez que c'est tout sauf exclusivement un conte pour enfants. Il faut que vous sachiez que Saint-Exupéry avait dans ses sources d'inspiration des contes de votre enfance que vous n'avez pas oubliés les uns et les autres, mais pas n'importe quel conte. Faites un retour en arrière. Revenez à l'âge de votre enfance. Souvenez-vous, il y avait deux sortes de contes et d'histoires qu'on vous racontait pour vous endormir. À ma main gauche, vous aviez les contes de Grimm et de Perrault. Ces contes, c'est toujours un peu le même schéma. Il n'est pas question dans ces contes de transgresser la société. La société a ses règles. Et si vous naissez laquais, fille de ferme, souillon d'auberge, la seule façon que vous ayez de devenir princesse un jour, ou prince, ou roi, passera par le surnaturel, par l'extraordinaire, par la magie. Mais on ne transgresse jamais les règles sociales. Et souvenez-vous, dans ces contes, tout est horrible. Les belles-mères passent à la marmite, les enfants rôtissent, on arrache le cœur des jeunes filles, on est dans le grand guignol sans arrêt. Souvenez-vous de Cendrillon, souvenez-vous de La Belle au bois dormant, souvenez-vous d'Hansel et Gretel. Et puis, de l'autre côté, vous avez les contes d'Andersen. Les contes d'Andersen sont tout sauf des histoires à dormir debout. Les contes d'Andersen sont des histoires, des petites nouvelles qui vous racontent le monde tel qu'il est, avec sa part de bonheur et surtout aussi avec sa part de tristesse. Souvenez-vous, La bergère et le ramoneur, Les habits neufs de l'empereur, La petite sirène. Ça finit souvent mal chez Andersen, ça finit comme la vie. Une de ces histoires la plus déchirante, c'est sans doute La petite marchande d'allumettes. La petite marchande d'allumettes, elle est en face d'un dilemme. Elle a des allumettes. Elle crève de froid. Elle crève de faim. Elle a deux solutions. Si elle craque ses allumettes, elle ne va pas mourir de froid tout de suite. Elle mettra un peu plus longtemps à mourir. Elle va se réchauffer. Mais elle n'aura plus rien à vendre. Donc elle mourra de faim. Donc elle est dans une alternative impossible. Et c'est toute la tragédie de l'existence humaine, suivant beaucoup de philosophes scandinaves, de conteurs scandinaves, comme peut l'être Hans Christian Andersen. Et Andersen nous aide à voir la vie en face. Et quand il était enfant, Marie, la maman d'Antoine de Saint-Exupéry, ne l'endormait pas avec les contes de Perrault. Elle ne l'endormait pas avec les contes d'Andersen. Elle l'endormait avec les contes de Grimm, pardon. Elle l'endormait avec les histoires d'Andersen, qui sont très particulières. Et quand vous pensez au Petit Prince, pensez toujours à Andersen. Il y a un lien de cousinage énorme entre ces deux univers. Des centaines de fois, et ce qui m'impressionne c'est que j'ai l'impression que Le Petit Prince, par exemple, que Saint-Exupéry s'inscrit dans la sagesse du Conseil, il a cette dimension, je pense, Le Petit Prince. Et peut-être que sa génie, c'est d'avoir écrit Le Petit Prince qui peut être lu par tout le monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, quel que soit l'individu, que ce soit un enfant, un adulte, un vieillard, il le comprendra là où il en est et à son niveau. Il trouvera toujours quelque chose, il restera une graine qui n'aura pas fini de grandir. C'est une espèce de... Ça, c'est magique, c'est-à-dire on le lit enfant, et
y a quelque chose qu'on a lu, on s'en souviendra, ce sera déjà transformé. Donc on va le relire, on va redécouvrir et c'est à la vie. Moi je redécouvre toujours, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai bien compris, que je recomprends. C'est des fois frustrant et en même temps c'est quand même jouissif parce que c'est toujours à découvrir. Ben, vous avez 10 000 fois raison et vous venez de résumer une des choses qu'un certain nombre de terroristes intellectuels ne pardonnaient pas à Saint-Exupéry. C'est la même chose qu'ils ne pardonnaient pas à Camus. C'est pour ça qu'il y avait des dissensions, par exemple, entre Sartre et Camus. Il y avait d'autres raisons. Camus, Saint-Exupéry, ce sont des gens dont l'écriture est limpide. Ils sont clairs. On n'est pas obligé de se prendre la tête entre deux mains pour comprendre ce qu'ils ont à dire. Et même si parfois c'est subtil, il y a toujours, comme chez Victor Hugo, un premier degré qui est perceptible. Victor Hugo était pareil. Pour prendre l'image d'une montgolfière et d'une nacelle, Victor Hugo veillait toujours à laisser traîner l'échelle de corde pour que n'importe qui puisse monter dans la nacelle. Alors de temps en temps, les gens disent de Victor Hugo, il a des vers de Mirliton. Il parle des lions fiers, c'est plat. Eh bien oui, mais les gens qui pensent ça sont des ignorants. Ils ignorent que fier est emprunté au langage héraldique. Et fier, ça ne veut pas dire fier comme un petit banc, fier comme un taban. Fier, en langage héraldique, ça veut dire dressé sur ses pattes de derrière. Donc quand il parle de long fier, ben on voit très bien les blasons, ça désigne très précisément le lion debout, dressé sur ses pattes de derrière. Donc le vers est beaucoup moins faible qu'il n'y paraît. Il faut faire attention avant de critiquer les gens. Et c'est ce qu'on pardonne parfois pas à Hugo, c'est ce qu'on pardonne pas à Albert Camus, c'est ce qu'on ne pardonne pas à Saint-Exupéry. Quand beaucoup de terroristes intellectuels vous vendent leur terrorisme et leur vent, parce que ce sont souvent des marchands de vent, pourquoi expliquer de façon confuse ce qui est clair, hein, on se demande. Mais voilà ce qu'on reproche souvent à Saint-Exupéry. Monsieur, vous aviez d'autres questions? Oui, je tiens à dire, un petit peu en spécialiste d'Albert Camus, que le rapprochement entre Albert Camus et Saint-Exupéry tient à cette réponse qu'il a fait à Sartre. Sartre disait « Il est normal que les terroristes algériens n'ayant pas d'avion mettent des bombes dans les tramways. » Et Saint-Exupéry a répondu à Sartre « Tais-toi, ma mère prend le tramway à Alger. » Eh oui, vous voulez dire Camus, oui, bien sûr. Camus, bien sûr. C'est Camus qui a dit ça. Et il s'est rapproché de la vision, on peut les rapprocher sur cette réponse. D'autres questions? Moi, j'avais juste une petite qui n'a rien à voir avec son œuvre, c'est juste la fin de sa vie. On a découvert il n'y a pas longtemps que son avion qui était au large de Téhéran, et on lui a donné une maîtresse sur la fin de sa vie. Ça me pensait que c'était Ben, je vais vous dire, Saint-Exupéry, moi j'ai un petit panthéon personnel dans lequel figurent des gens comme Alain Fournier, comme Jean Zay, comme Jean Moulin, comme Antoine de Saint-Exupéry. Ces gens ont été des gens absolument incandescents. Et il y a quelque chose de très curieux, quand les gens sont incandescents, la postérité cherche en partie, systématiquement, à les salir, comme si le mythe était trop blanc. Et depuis que Saint-Exupéry a disparu, il y a des gens qui l'aiment, et puis il y a des gens qui cherchent toujours, comme ils l'ont fait avec Alain Fournier, l'auteur du Grand Môle, à le salir, à le calomnier, à le traîner dans la boue. Qui était Saint-Exupéry? Saint-Exupéry et les femmes, par exemple. C'est quelque chose de très intéressant. Saint-Exupéry, c'est un écorché existentiel. Il y a 3 ou 4 femmes, dont sa mère, qui ont plus compté que d'autres dans sa vie. Mais il n'a jamais menti à personne. Il y avait chez Saint-Exupéry des femmes qui comptaient fondamentalement pour lui, parmi lesquelles on peut trouver sa mère, sa sœur, Consuelo, son épouse, Nelly de Vogüé, et puis il y a celle qui était de passage. Mais Saint-Exupéry était un tel solitaire, un tel écorché existentiel. Solitaire parce qu'à l'époque de l'aéropostale, à l'époque de la guerre, il ne pouvait pas être chez lui, au foyer, dans ses pantoufles, c'était pas possible. C'était un baroudeur, il vivait sa guerre, il vivait l'aéropostale. Il y avait donc des femmes de passage, parce que je pense que Saint-Exupéry ne pouvait pas imaginer ne pas s'endormir sur une épaule féminine. Il avait besoin de cette présence humaine, tellement sa solitude était grande. Et ces femmes-là, il ne leur mentait jamais. Il dit dans ses écrits, à un moment donné, qu'il y a des mots qu'il n'utilise jamais. Il n'a jamais fait croire à une femme de passage qu'il l'aimait, au sens où il aimait Consuelo, au sens où il aimait Nelly de Vogüé.
il n'y avait pas de mensonge, c'était des sortes de liens entre adultes, consentants. Et jamais la femme, dans son esprit, n'était avilie, jamais elle n'était un objet. Simplement, c'était un grand solitaire et il avait besoin de cette présence. Alors, on a beaucoup fantasmé et cherché à salir Saint-Exupéry, de la même façon que des gens ont prétendu qu'Alain Fournier avait été fusillé par les Allemands parce qu'il aurait abattu des blessés allemands sur des civières dans un hôpital militaire allemand. C'est complètement absurde, on a retrouvé son corps, on avait déjà un témoignage à l'époque, et on sait que tout ça n'est que calomnie. Le fait qu'on ait retrouvé sa gourmette est quelque chose d'incroyable. Sur le plan statistique, il n'y avait pas 1 milliard de chances sur... Enfin, c'est incroyable. On n'a pas retrouvé son corps, on n'a pas retrouvé les parties les plus superficielles de son avion, on n'a retrouvé qu'un châssis, on trouvera peut-être d'autres choses, ce sera intéressant. Parce qu'on se pose, on pense maintenant avoir retrouvé le pilote allemand qui s'appelle Horst Tripper, je crois, qui a abattu Saint-Exupéry. Beaucoup avaient revendiqué le tableau de chasse. Ce qui est intéressant, en apparence, c'est de savoir pourquoi Saint-Exupéry est mort. Est-ce qu'il a été abattu? On s'est demandé à un moment donné s'il ne s'est pas suicidé, ça serait très étonnant. Parce qu'il avait bien rangé ses affaires avant de partir pour sa dernière mission. C'était pas son genre. Il y avait peut-être une sorte de pressentiment. Peu importe la façon dont Saint-Exupéry est parti, parce que d'une certaine façon, j'espère vous en avoir donné un tout petit bout de preuve, il n'est pas mort, Saint-Exupéry. Il est complètement immortel, puisqu'aujourd'hui, il nous dit des choses qui nous parlent encore pour le présent et pour l'avenir. Donc c'est ça qui est intéressant. Le reste n'est qu'anecdotique. Je suis allé à Caquiral, mais les vieux me disaient qu'ils savaient où était la tombe. Parce que c'est une légende populaire du coin et que c'est pas musée, mais il paraîtrait qu'ils auraient découvert un corps et qu'il aurait été enterré dans cette cave. Ça, c'est peut-être à creuser, non? Écoutez, nous allons laisser maintenant la place aux enfants. Moi, j'ai un dernier petit mot à vous dire. Il y a une fondation Saint-Exupéry qui s'y est mise en œuvre. Nicolas, son permanent, est là, dans les murs. Et regardez sur Internet le site, quand vous tapez Saint-Exupéry, Fondation Saint-Exupéry, Petit Prince, vous trouverez des choses. C'est quelque chose qui cherche à faire vivre aujourd'hui le Petit Prince et Saint-Exupéry pour la bonne cause, pour faire du bien. On vient encore de vivre une tragédie depuis 48 heures qui nous montre que ce soit au coin du quartier ou à l'autre bout du monde, on ne perd jamais, on ne manque jamais l'occasion d'essayer de se tourner vers les autres et, comme le rappelait Saint-Exupéry, de donner ainsi un sens à notre existence. Merci et bonne continuation pour cette opération. Ce qu'on pensait ce matin, M. le député maire voulait vous saluer, mais oui, je vous salue, Michel Mélenchon. Alors je voudrais que vous applaudissiez M. Jean-Pierre Guénaud, qui nous a fait l'honneur d'honorer la 10e édition du festival. Je voudrais rendre hommage à la qualité de l'auteur, qui n'a d'égal que son talent. C'est un grand écrivain, je sais qu'il a beaucoup d'obligations. Et le fait qu'il ait honoré le 10e édition du Festival des Francopoésies, je voudrais dire de fond de cœur merci. Je formule des vœux de bonheur pour vous et votre famille, pour votre avenir littéraire, et j'espère que vous aurez un bon souvenir de votre passage dans notre ville. Sachez que M. le député maire m'a demandé de vous transmettre son bon souvenir et de vous remercier parce que Saint-Exupéry ici et chez lui, il y a une école auquel les enfants de 6 ans ont réalisé une céramique sur le Petit Prince que nous avons ce matin inauguré. Et nous avons un artiste, Nathalie Delvaux, qui a fait une bannière qu'on a mise sur la façade de l'école qui représente Saint-Exupéry en aviateur et le Petit Prince. Et puis M. François Daguet, neveu et filleul de Saint-Exupéry, que j'ai eu l'honneur de rencontrer avec son frère Jacques Daguet et le fils de Jacques, Olivier Daguet, qui m'a fait l'honneur de me recevoir, a offert un portrait de Saint-Exupéry signé, dédicacé, que j'ai remis ce matin à l'école Saint-Exupéry. Et je voudrais saluer M. Nicolas, secrétaire de la Fondation de Saint-Exupéry, qui nous fait l'honneur de sa présence ici. Je vous demande de les applaudir et leur dire C'était pas pour ça, c'était pour faire rêver Saint-Exupéry. En tout cas, transmettez à tout M. François Daguet et à toute la famille nos remerciements et
ici, Saint-Exupéry et Prince ailleurs.